Radio Soleil sur Internet, c'est au www.radio-soleil.com. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Hamid, notre metteur en ondes. Bonjour Chantal. Bonjour André. Pour ce nouveau numéro de Jeux de scène, l'émission de Radio Soleil consacrée à l'actualité du spectacle vivant en général et du théâtre en particulier. Alors justement, à propos de théâtre, vu la concurrence déloyale que nous fait la politique au niveau de la comédie et peut-être de la tragédie, j'espère que non, c'est la dernière émission de la saison et nous nous retrouverons en Avignon. Donc, pour cette émission, Chantal, tu vas nous parler... La dernière nuit de Don Juan, d'après Edmond Rostand, c'est une adaptation et une mise en scène de Maryse Estier que j'ai vue au studio de la Comédie Française. M.A.D. MAD. Mondes à défendre. Je te promets la forêt rebelle, texte et mise en scène de Joséphine Serre. C'est au théâtre de la Tempête. King Kong Théorie de Virginie Despentes, mais c'est une adaptation de Valérie de Dietrich et Vanessa Larrey. Une mise en scène de Vanessa Larrey au théâtre Sylvia Montfort. Je suis perdu. Texte et mise en scène de Guillermo Pisani au théâtre de la Tempête. La meringue du souterrain de Sophie Pérez, c'est la compagnie Le Zérep et c'est une conception, une scénographie de Sophie Pérez avec Sophie Lenoir et Stéphane Roger au théâtre du Rond-Point. Judith prend racine, un duo entre Olivier Barrault et Judith Magre, avec évidemment quelques textes de Jean Racine, c'est au théâtre de Poche-Montparnasse. Et toujours au théâtre Poche-Montparnasse, Dante, un voyage dans la divine comédie, c'est conçu et interprété par Serge Maggiani sous le regard de Valérie Dréville. Alors Chantal, en quoi consiste cette dernière nuit de Don Juan ? Oui, tu ne connaissais pas ce texte Non. de Edmond Rostand, qui a d'ailleurs été édité de manière posthume. Il y avait des fragments de ce texte, on l'a rassemblé, et là, c'est une adaptation. Alors, très intéressant, parce que en fait, Edmond Rostand prend le personnage, le mythe du héros Don Juan, et alors il le déplace de Séville à Venise, c'est sa dernière nuit. Il a placé Don Juan devant un montreur de marionnettes qui va faire quoi ? Eh bien, qui va lui faire voir ce qu'est sa vie. Et en fait, grâce à cette mise en abîme, grâce à ce travail de marionnettes, Polichinelle et les autres, eh bien, vont permettre à Don Juan de faire en quelque sorte un examen de conscience et d'aller vers quelque chose de plus vrai, de la fiction, vers sa vérité. Alors ce montreur de marionnettes, il va se transformer, n'est-il point le diable ? Et donc ce sera une grande joute oratoire entre Don Juan, interprété par Baptiste Chabotti. Alors c'est très intéressant son interprétation parce que forcément il est dans l'agitation, il se débat, il y a le diable qui lui dit que Don Juan fait partie de ceux dont on ne se souviendra pas. Le diable, lui, il est interprété par Jordan Rezghi, tout de noir, c'est sans esprouf pour le diable, mais il est là, on sent qu'il est le juge, le moralisateur, et moi j'ai trouvé vraiment cette idée assez réjouissante, assez étonnante, d'associer Don Juan justement à une certaine mascarade, parce que Don Juan, alors son enfer, c'est quoi ? C'est peut-être de devenir une marionnette, d'être déclassé sur le plan théâtral. Il y a une scénographie qui est extrêmement belle. On a une sorte de palais vénitien avec quelques niches de lumière et un néon de lumière qui lui paraît tranchant. Et tout se passe
devant une grande toile qui renvoie à la Renaissance, et sur cette toile, il y a au premier plan des femmes, mais si on y regarde de près, il y a tout à fait un petit objet incongru, enfin bon, il y a quelque chose qui renvoie à notre société contemporaine. On a aussi ces rochers, alors ces rochers, pour moi, j'y ai vu peut-être une marque du commandeur. C'est vraiment beau, c'est vraiment plastique, avec une bande de son qui est très soignée, musique un peu sacrée, mais aussi musique de, j'ai envie de dire, de village. On entend les cloches, on entend les bruits de la campagne. Alors ce Don Juan, qui se croyait du côté du diable, eh bien il va être jugé et par le diable et par une femme qui est présente et qui les représente toutes, d'abord en ombre fantôme et peut-être en robe blanche, interprétée par Edith Proust. Vraiment, moi j'ai beaucoup aimé l'aspect plastique. Il me reste encore des images après le spectacle. Et puis, dans ce jeu, on pourrait dire entre vérité et fiction, eh bien, il y a le personnage de Sganarelle qui est interprété par Baccaré Sancaré, et lui, eh bien, il est là pour représenter la force du réel. C'est au studio de la Comédie Française, et vous avez jusqu'en juillet pour aller voir ce spectacle. André, M-A-D. MAD, ça veut dire fou en anglais, mais là, c'est mondes à défendre. Je te promets la forêt rebelle. MAD, ZAD, tu vois, zone à défendre, puisque au départ, avec des événements qui sont vraiment produits, c'est une sœur qui part sur les traces de son frère qui a été tué par les forces de l'ordre lors d'un problème de ZAD, d'un échauffourée des ZAD. Et donc, le décor va varier évidemment, mais le sol, c'est la terre. Et ça, c'est vraiment... on sent qu'il y a cela. Et alors, ça va être à la fois donc un spectacle politique, d'une certaine manière, écologique, et un spectacle en même temps fantastique. Puisque au départ, on est dans l'action au moment où se produit cette mort, et puis ensuite, on va revenir en arrière, on va repasser par différentes phases. Le temps n'est pas toujours, linéaire, et donc également, les lieux aussi se transforment. On va rencontrer des personnages plus ou moins mythiques, ces personnages des deux côtés. On a aussi bien le gendarme qui a tué, avec sa grenade défensive, qui a tué ce jeune homme, ou aussi bien ceux qui sont dans la forêt. Il y a une scène que j'ai bien aimée, justement, c'est quand ils se disputent entre l'anarchiste, l'écolo-socialiste, etc. Est-ce qu'on porte plainte, est-ce qu'on porte pas plainte, bon. Mais c'est un peu touffu brouillon. Et puis, déjà, c'est quand même l'amour de la nature, indépendamment de l'écologie. Oui, mais moi, j'aime pas trop la nature. Je suis pas très... Là, j'ai pas l'amour de la forêt. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je préfère promener en ville. C'est horrible, mais c'est comme ça. Mais donc, j'ai rien contre l'écologie, attention. Mais après, je crois que si j'étais plus amoureux de la nature, j'aurais été plus séduit par ce spectacle qui traduit cette espèce de sentiment affectif pour la nature. Ensuite, quand même, l'écriture, elle est quand même un peu, c'est plein de poncifs. On n'apprend rien du tout. C'est plein de choses comme ça. Alors, on se laisse ou pas prendre par cette aventure qui dure quand même 2h30. Moi, je n'ai pas été complètement pris, mais ça a été quand même applaudi correctement. Donc voilà, il faut pas trop en dire. Voilà. Donc c'est un spectacle varié quand même sur ces temps et sur ce monde. L'idée, c'est d'essayer qu'est-ce que deviendra la forêt, donner une personnalité à la forêt et essayer de la défendre. Voilà. Donc c'est au théâtre de la Tempête.
Chantal, King Kong Theory, Virginie Despentes. Alors, c'est une adaptation ? Oui, c'est une adaptation. C'est un texte qui est sorti en 2006. Et là, il y a une adaptation. Je crois qu'elles sont deux à avoir travaillé sur l'adaptation. C'est Valérie De Dietrich et Vanessa Larrey. C'est Vanessa Larrey qui fait la mise en scène. Bon, alors on connaît un peu, on se souvient un peu du texte. C'est Virginie Despentes qui parle de la condition féminine, mais avec une écriture très franche et très crue. Et ça nous concerne, parce que c'est pour les femmes du deuxième millénaire. C'est pas du tout un texte théâtral. C'est un monologue. Mais là, dans l'adaptation, elles ont choisi de le distribuer à 3 voix. Et ça fonctionne ? Et ça fonctionne. On est plutôt du côté du manifeste. On est plutôt du côté de l'adresse. Et les 3 actrices, elles sont au micro, sur l'avant-scène. Bon, moi, j'ai trouvé que ça correspondait bien, parce que j'ai lu quelques extraits, à l'écriture un petit peu, j'ai envie de dire, pulsionnelle, instinctive de Virginie Despentes. Et dans l'adaptation, elles ont choisi certains passages et elles parlent du viol, donc que raconte Virginie Despentes, qu'elle avait subi en compagnie de sa copine contre 3 hommes. Bon, il y a aussi l'expérience de la prostitution, mais qui est assumée sans gêne. Bien, moi, j'ai bien aimé ce que j'ai entendu du texte de Virginie Despentes, parce que... Bon, toi, tu avais lu le texte. Pas en entier, donc, bon, mais c'est pas... Mais justement, des fois, on se demande quel est l'intérêt, enfin, qu'est-ce qu'apporte la représentation. Voilà, moi, justement, c'est pas une simple mise en cause du patriarcat, comme on peut parfois l'entendre. Et ce que j'ai aimé, justement, j'ai trouvé les propos relativement originaux et presque très francs, puisque ça se rapporte au fantasme féminin, au désir féminin, tout cela exprimé avec la plus grande franchise. Et on est du côté d'une femme, d'une narratrice, qui ne se considère pas comme une simple victime, qui va être une battante et qui se réapproprie son corps et qui n'est pas contre les femmes qui aiment bien leurs conditions. Donc, elle n'est pas enfermée dans un esprit de système. Il y a 3 actrices, elles sont vraiment très bien, parce que il faut qu'elles soient sexy, elles sont belles dans leurs vêtements très saillants, et j'ai trouvé qu'elles portaient vraiment la voix de notre époque, mais avec élégance. C'est une très belle diction. Avec beaucoup de force, elle s'exprime. Et en fait, j'ai l'impression, parce qu'il y avait, ça c'est très bien, au théâtre du Sylvia Montfort, il y avait pour la majorité des jeunes spectatrices et des jeunes spectateurs. Et justement, je crois que tous ces jeunes spectatrices se sont retrouvés dans cette parole. Alors, il y a une scénographie avec un petit peu de vidéo, et elle est très belle, parce qu'à un moment donné, on filme ce qui se passe sur scène, et l'image est reproduite, et puis elle est figée. C'est musical, ça fait partie de la scénographie, c'est le musicien qui représente les hommes, donc il y a cette alternance de texte, on dira performance textuelle et performance musicale qui donne le rythme. Et on achève bien sûr avec un extrait du film de King Kong de Armstrong et Cooper. Ça se donne jusqu'au 15 juin au théâtre Sylvia Montfort. Nous avons vu, Chantal, toi et moi, Je suis perdu, on l'a vu ensemble une fois, et au théâtre La Tempête également, cette fois-ci dans la salle Copie. Alors, en fait, ce sont trois pièces de Guillermo Pisani, qui est argentin, si je ne m'abuse, et qui, là, va nous mettre des personnages. Alors, moi, je lis les trucs après, mais j'ai cru comprendre après, en lisant la Bible, là, qu'on m'a donnée à l'entrée, que c'est le regard sur l'étranger qui ferait l'unité de ces trois pièces. Bon,
ça n'avait pas sauté aux yeux, mais enfin, c'est comme ça. Bon, là, tu exagères un tout petit peu, parce que dans chacune des 3 pièces, assez il y avait un migrant. différentes, hein. Donc la première pièce, c'est... alors, je n'ai pas bien compris parce qu'elle est en 2 morceaux. Dans un premier temps, il y a un migrant, on va dire, qui comprend rien, qui ne parle pas un mot, hein, mais tout d'un coup, ça devient un auteur dramatique. Non, il se met à parler. Il se met à parler correctement le français. Mais il est aussi l'auteur de 2 pièces qui se font concurrence. L'une qu'il a préparée pour le festival et l'autre qu'il voudrait bien faire parce que celui qu'il a préparé, il n'en a plus rien à faire. Et on va jouer comme ça de théâtre dans le théâtre puisque on va se faire percevoir qu'on est dans des répétitions, etc. Ça, c'est la première pièce. Là, non, ça, c'est la deuxième. C'est la deuxième. Ça ne fait rien. Tu as enchaîné sur la deuxième, mais on peut... Bon, ce n'est pas grave. Et la troisième, alors c'est la plus longue, la plus policière, la plus compliquée. Hein. On est dans un laboratoire du CNRS et on va voir des rivalités entre chercheurs et chercheuses avec une chercheuse d'origine marocaine, voilée qui est là et il s'agit de faire des choses dans des œufs. Donc elle regarde leurs œufs comme ça le long de la pièce, mais il y a des cartes pour rentrer, il y a des œufs de cassés. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs et là il y a pas mal d'omelettes. Et donc voilà, Chantal. Oui, moi il y a quelque chose qui m'a intéressée, c'est un petit peu l'image du migrant, parce que justement il n'est pas monolithique, il est un peu complexe, c'est pas le stéréotype, et puis comme le montre dans la dernière, on ne sait pas en fait si c'est la migrante qui a compris comment ça va marcher dans un laboratoire, comment il faut se défendre. Et c'est un truc policier, on n'est pas d'accord, Chantal et moi, savoir qui est victime et qui est coupable. Oui, bon. Voilà. Bon, alors c'est curieux parce que j'ai pensé à un film que j'avais vu d'un réalisateur argentin qui s'appelle La Flore de Mariano Linas, où on avait 6 films différents dans des genres différents. J'ai cru que ça l'avait peut-être inspiré. Bon, Chantal, qu'est-ce que tu as pensé? Allez. Bien sûr que je me suis ennuyée par moments. Enfin. Bien sûr que c'est trop délayé. Là, je le sais parce que j'étais avec elle. Oui, mais bien sûr que ça manque de rythme. Mais pourtant, André, et ça, je vais l'affirmer, les 4 comédiens, Caroline Arroas, Boutaïna El Feka, Arthur Igual, sont excellents parce qu'ils ont un jeu naturaliste et qu'ils jouent la vérité du personnage et qu'on y croit à leur personnage. Bon, c'est dans le récit. Tu l'as très bien dit. La première, moi c'est vrai, dans la première pièce, j'ai absolument pas compris pourquoi, le migrant se mettait correctement à parler le français. Dans la narration, il nous manque quelque chose là. Voilà, donc nous avons vu ça. Je suis perdu au théâtre de la tempête. La meringue du souterrain, texte de Sophie Pérez au Théâtre du Rond-Point. C'est bizarre, meringue, on dirait un gâteau, quelque chose comme ça. Oui. Mais alors du souterrain, ça fait moins appétissant. Je ne sais pas si mon commentaire va vous permettre justement de bien déchiffrer, de bien comprendre et d'interpréter le titre de la pièce. Mais bon, c'est complètement loufoque, c'est complètement spectaculaire. Et quand on arrive dans la salle Tardieu du Rond-Point, on voit plein de choses. Et on voit notamment des grosses têtes, un petit peu carnavalesques, et puis des choses suspendues comme un gros poulet, un grand cheval, et il y a plein de choses sur la scène. Donc ce décor, il est complètement délirant. C'est un spectacle à regarder. Moi, j'ai pensé à Topor quand j'ai vu ce spectacle, et il faut imaginer peut-être un cabaret de curiosités humaines, de frisques. Peut-être, presque des monstres, mais non, pas tout à fait. Ce sont 2 comédiens performeurs qui sont excellents, moi que je connaissais, parce que j'avais déjà vu des spectacles de Sophie Pérez. Donc, c'est 2 performeurs, Sophie Lenoir et Stéphane Roger, qui sont tout aussi délirants dans la parole, dans leurs cris, dans leur voix. Et je crois que Sophie Pérez, elle exige justement de ses comédiens d'être toujours désinhibés, d'être exubérants. Et c'est rendu possible par quoi ?
Grâce aux masques qu'ils vont porter, grâce aux prothèses qui peuvent transformer leur corps. Imaginez Sophie Lenoir, au début, elle a un gros masque sur le visage qui lui agrandit, qui lui donne de grosses joues. On ne voit que ses yeux, mais elle avance avec ce corps qu'elle bouge de manière à le tordre et elle nous regarde avec un certain, je ne sais pas, une certaine arrogance, presque un certain mépris, une curiosité malsaine. Et quand c'est Roger Stéphane, eh bien lui, il a une grosse perruque, aussi il est transformé au niveau du visage et il a une manière d'avancer, il glisse tout en zigzagant comme s'il ne pouvait pas marcher, c'est vraiment très, très étonnant, tellement les deux comédiens sont physiques. Ce n'est pas de l'exhibition, parce qu'il y a une construction dramatique, et il y a un comédien qui va enfiler une de ses grosses têtes, et qui nous donne une tête de chapitre. Moi, je comprends que certains aient pu être dérangés, mais pour moi, c'est transgressif comme j'aime, c'est un registre osé, on est dans le carnaval. Sophie Lenoir, à un moment donné, elle a exhibé ses seins, alors ses prothèses de seins, et elle donne la tétée à une figurine qui représente un petit monsieur qui est en costume. Il y a une vraie écriture de personnage. Moi, j'aime bien cet aspect de l'écriture dramatique, parce qu'il y a beaucoup de choses à écouter, beaucoup de choses à entendre, avec, là aussi, de la performance musicale qui rythme le spectacle. André, tu es allé voir Judith prend Racine aux poches. Ça nous émeut toujours quand tu parles d'un spectacle où se trouve Judith Magre. C'est-à-dire que Judith Magre, on ne peut pas dire, elle n'est pas toute jeune quand même. Elle est née en 1927, c'est pour dire, 97 ans ou quelque chose comme ça. Et c'est assez extraordinaire. Je pense que quand on est un bon acteur, on reste un bon acteur. Mais là, c'est particulier parce que, évidemment... elle ne va pas bouger, elle est assise, elle a le texte quand même en face d'elle au cas où, mais en général, elle n'a pas besoin de le regarder. Et elle n'est pas toute seule. C'est très pédagogique en fait, parce qu'on a une sorte de journaliste qui est à côté, qui est Olivier Barrault, qui va nous situer, nous parler de Racine, et nous situer les différents textes, et nous situer aussi les passages, puisqu'elle va jouer... dans les pièces Andromaque, Britannicus, Bérénice, Bajazet, Phèdre, Athalie, des monologues des différentes femmes de ces pièces. Et c'est très intéressant justement parce que c'est vrai que j'avais jamais remarqué que dans la plupart des pièces de Racine, en tout cas dans ces 6-là, la femme, le monologue de la femme est très important. Et c'est vrai que Racine finalement a une relation assez particulière avec ces personnages de femmes, différemment de beaucoup d'autres auteurs masculins du théâtre. Et alors, je ne vais pas dire que c'est... non, il y a parfois des côtés un peu difficiles, mais au fur et à mesure, ça s'installe. Et alors, Judith Magre, c'est pas une tragédienne. C'est vrai qu'elle a quand même joué, elle a joué des grands rôles tragiques. Moi, je trouve qu'elle a la voix de la tragédienne. Y compris la cour d'honneur à Avignon, etc. Mais c'est surtout, je l'ai vu surtout dans d'autres registres. Mais ici, ce qui est... je ne sais pas comment dire, je crois que c'est l'intelligence. C'est parce qu'il y a une façon de comprendre et de restituer le texte qui montre qu'on le comprend parfaitement et qui permet à l'auditeur de le comprendre aussi. Donc, c'est formidable de ce point de vue-là. Je trouve que la thématique est très intéressante. Et c'est très intéressant. Et donc, les professeurs de français vont emmener leurs élèves. C'est un groupement de textes Ils peuvent en tout cas. Alors, ce n'est original. Que le lundi. Lundi à 19h, au théâtre de Poche-Montparnasse. Voir donc Judith Magre. Et écoutez Racine aussi. Chantal, tu termines avec par Dante.
Oui, un voyage dans la Divine Comédie. Judith Magre, c'est une voix, mais Serge Maggiani, c'est aussi une très belle voix dramatique. Donc, c'est un voyage très personnel que nous propose Serge Maggiani. Je dirais un petit moment de partage, de convivialité. Donc, il nous entraîne dans l'enfer de Dante, avec Béatrice, avec Virgile. Bon, moi, j'ai trouvé que c'était un voyage cultivé. Parce qu'il y a des digressions dans ce qu'il raconte. Il fait des parallèles avec Proust, il fait des parallèles avec la Bible, il parle un petit peu du mythe autour de Dante, des éléments biographiques, c'est d'un beau niveau. Il s'adresse à nous, à la deuxième personne, il nous tutoie pour un petit peu en miroir avec la Divine Comédie de Dante. Vraiment, c'est un très beau spectacle parce que... Comment est-ce qu'il était dans la forêt et puis tout d'un coup il s'égare là au début, ça commence comme ça. Oui. Voilà. Et ce qui est beau aussi, c'est que Serge Maggiani nous dit... il se demande... au milieu de sa vie. Oui, exactement. Et donc, il se demande si c'est vraiment un spectacle qu'il fait. Moi, j'ai envie de lui répondre, oui, c'est un vrai spectacle parce qu'il a véritablement une belle présence sur scène et il y a sa voix. Alors, il fait allusion avec humour à l'absence de scénographie parce qu'il utilise, tu l'avais vu, la toile qui figurait dans le spectacle Le Menteur aux poches Montparnasse. Donc, moi, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il nous dit de grands passages en italien qu'il va traduire. Donc, vraiment, il est encadré par le regard de Valérie Dréville. Eh bien, je pense que vous pouvez aller faire ce voyage avec Serge Maggiani, surtout si vous ne connaissez pas ce comédien. Dante, un voyage dans la Divine Comédie. Je vous ai parlé également de Judith prend racine aux poches Montparnasse. La meringue du souterrain de Sophie Pérez avec Sophie Lenoir et Stéphane Roger au théâtre du Rond-Point. Je suis perdu, texte en scène de Guillermo Pisani, c'est à Tempête. King Kong, théorie de Virginie Despentes, mais dans une adaptation de Valérie de Dietrich et Vanessa Larrey au théâtre Sylvia Montfort. Mad, c'est Joséphine Serre, c'est au théâtre de la Tempête. Et une très belle œuvre, La dernière nuit de Don Juan, d'après Edmond Rostand, adaptation et mise en scène Maryse Estier au studio de la Comédie Française. Voilà, et nous, on va vous dire au revoir pour quelques semaines et on se retrouve en Avignon vers le début juillet. Voilà. Au revoir et bonnes aventures dramatiques et politiques. Radio Soleil sur Internet, c'est au www.radio-soleil.com.